Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Il est le troisième homme, il a maintenant les cartes en main. Après 4 jours de tragicomédie, Alain Juppé va donc tenter de mettre tout le monde d'accord à l'UMP. C'est la principale information de la journée. Il va présider un groupe qui devra livrer ses conclusions dans les 15 jours. Le récit de la journée d'abord, Guillaume Daret, Éric Delagneau. Casque bleu de l'UMP, Alain Juppé décide aujourd'hui de s'engager. En début d'après-midi, il lâche sa proposition sur les réseaux sociaux. Je propose la création d'une instance collégiale sous ma présidence avec représentants des 2 candidats. Cette commission aurait pour tâche de réexaminer les résultats. Immédiatement, l'équipe de François Fillon salue la proposition. François Fillon a confiance en son indépendance et son expérience. Cette initiative constitue la meilleure solution pour sortir l'UMP de l'impasse. À cette heure-ci, l'ancien Premier ministre est en train de déjeuner à l'abri des regards avec Xavier Bertrand, lui aussi médiateur autoproclamé. Dans le camp Copé, dans un premier temps, fin de non-recevoir. L'entourage juge la proposition, je cite, juridiquement impossible. Moins d'1 heure plus tard, Alain Juppé accentue la pression, ton alarmiste, visiblement dépité. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas la présidence de l'UMP, c'est l'existence de l'UMP. Nous allons tout droit vers un éclatement de l'UMP si on n'arrête pas la mascarade à laquelle nous assistons depuis quelques jours. Donc ma proposition, je l'ai dit, est valable jusqu'à ce soir 20h, parce que je n'ai pas l'intention de me laisser instrumentaliser dans des confrontations qui deviennent absolument suicidaires et délétères. Il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. De quoi il s'agit dans tout ça? Qui sera le mieux placé pour 2017? Voilà, c'est ça qui est en cause. Ben, je crains fort qu'aucun des 2 ne le soit, si ça continue comme ça. Dans l'après-midi, changement de ton, les proches du maire de Meaux semblent prêts à accepter le médiateur Juppé. Jean-François Copé est prêt à accepter le verdict qui sera prononcé par M. Alain Juppé, qui permettra de rétablir la vérité des chiffres totaux sur l'élection. En réalité, il reste de très gros détails à régler. Pour les fillonistes, toujours pas question d'aller devant la commission des recours qu'ils jugent trop partiale. Pour Jean-François Copé, elle est pourtant incontournable. Mais pourquoi ne pas faire comme le clan Fillon et d'accepter la proposition d'Alain Juppé sans passer par la Commission nationale des recours? Mais tout simplement parce qu'on respecte les statuts. Dans un parti, il y a des règles du jeu et ces règles, elles ne sont pas adaptables pour convenance personnelle de celui qui veut être un peu le mauvais perdant. Voilà. Vous êtes obligé de passer par la Commission nationale des recours? Mais oui, on respecte la règle. Ce soir, l'opération Juppé semble réussie. Le maire de Bordeaux a pris le contrôle de la situation et promet de rendre son verdict dans les 15 jours. Bonsoir David Doucan, vous êtes en direct à l'UMP. Pourquoi Jean-François Copé, qui restait ferme jusque-là sur ses positions, a-t-il changé d'avis et accepté l'arbitrage d'Alain Juppé? Mais parce qu'il l'a encadré, cet arbitrage d'Alain Juppé, il essaye de le reléguer en précisant qu'il doit intervenir dans un second temps en tenant compte des résultats de la Commission nationale des recours. Et le pari que fait Jean-François Copé, c'est qu'Alain Juppé serait alors inévitablement contraint de respecter ces résultats. Et Jean-François Copé anticipe que ces résultats lui seront favorables. David, est-ce qu'on a des détails sur la composition et le calendrier de cette instance, de cette commission Juppé? Oui, la commission Juppé comptera 5 membres, Alain Juppé bien sûr, un membre choisi par François Fillon, un membre choisi par Jean-François Copé et 2 membres qui seront choisis par Alain Juppé en accord avec Copé et Fillon. Concernant le calendrier, Alain Juppé a l'intention, souhaite rencontrer les 2 rivaux dès dimanche et la commission devrait se mettre au travail dès lundi 26 novembre. Merci David pour ces précisions. Alain Juppé qui va donc réexaminer l'ensemble des résultats. En clair, les voix de toutes les fédérations litigieuses devront être recomptées. Que sait-on exactement à l'heure qu'il est? Eh bien, la commission électorale de l'UMP, la fameuse COCOE, a livré tout à l'heure une information importante. Valérie Astruc, David Doucan, Régis Maté. Depuis le verdict des urnes lundi dernier, les résultats ont-ils changé? Oui, admet la commission chargée de surveiller le scrutin, qui valide les affirmations de François Fillon dans un communiqué. Les 3 territoires ou départements d'outre-mer n'avaient pas été pris en compte, ils n'ont jamais été présentés à la commission. Si on intègre les votes des 3 départements d'outre-mer, François Fillon arrive bien en tête avec 26 voix d'avance, ce que confirme la COCOE. L'addition de ces résultats aboutirait vraisemblablement à l'inversion des résultats d'une vingtaine de fois. Mais aujourd'hui, les nouvelles anomalies ont été dénoncées. D'abord par l'équipe de Jean-François Copé, document à l'appui. Il s'agit d'une photographie prise par mes soins lors de la réunion de la COCOE, du procès-verbal examiné en son sein. Principal accusé, la Fédération des Alpes-Maritimes. C'est le signe manifeste d'un bourrage d'urnes massif.
Pour l'équipe de Jean-François Copé, d'autres irrégularités concerneraient la Nouvelle-Calédonie et le Rhône. La COCOE aussi ajoute une liste encore plus longue. Il existait des réserves parfois très fortes pour 24 départements. Enfin, puisque cette commission admet des litiges, pourquoi refuse-t-elle de recompter? Explication. Le climat insupportable dans lequel elle a dû travailler. Autrement dit, les soupçons de part et d'autre sont tels que les sages s'en remettent à une autre commission, celle des recours, un peu comme une cour d'appel. D'autant que les statuts ne permettent pas un recomptage par la COCOE. Bonsoir Patrice Gélard, vous êtes sénateur UMP et président de cette commission d'organisation des élections dont on parle tant, mais vous avez très peu parlé, donc merci d'être avec nous. Si on lit bien votre communiqué, il y a un point qui semble central, c'est que si les 3 fédérations de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna et de Mayotte sont prises en compte, c'est François Fillon qui arrive en tête. Est-ce que ça veut dire qu'il est le vainqueur virtuel au moins de cette élection ? Non, parce qu'il aurait fallu que l'on procède à un recomptage et que l'on procède d'autre part à une analyse beaucoup plus fine que celle qu'on a fait la première fois des circonscriptions ou des bureaux de vote qui ont fraudé. Car il était dans notre possibilité d'annuler un certain nombre de bureaux de vote qui manifestement ont fraudé. On ne l'a pas fait à l'issue du résultat du 19 novembre pour une raison très simple, c'est que ces bureaux de vote où on a fraudé n'étaient plus en mesure, compte tenu de l'avance de 98 voix de Jean-François Copé, de remettre en cause la sincérité du scrutin. Donc, on n'a pas pris de sanctions. Mais là, les choses sont différentes. 26 voix seulement, cela nous obligeait à regarder de très près les 4 ou 5 circonscriptions où il y a eu manifestement fraude. Monsieur Gélard, est-ce que vous avez, vous, une intime conviction? Est-ce que, d'après vous, la fraude ou les dysfonctionnements qui auront été constatés dans les quelques fédérations litigieuses avantagent Jean-François Copé ou François Fillon? Je dois vous dire que nous ne savions pas, au moment du dépouillement du 19, qui allait gagner. Jusqu'au dernier dépouillement, on ne savait pas. Et à mon avis, c'est un peu la même chose dans cette situation, car il y a, comme on l'a dit, 70 départements où, visiblement, il y a un accord total et où tout le monde a estimé que les résultats étaient bons. Il y en a 25 où il y a quelques petits litiges, mais d'ordre tout à fait secondaire et qui ne méritent pas véritablement d'annulation. Par contre, il y a 4 ou 5 fédérations où, visiblement, il n'y a pas eu le contrôle qui s'imposait, malgré parfois la présence d'huissiers. C'est la raison pour laquelle je pense que le contrôle doit s'opérer sur ces 4 ou 5 seulement. Et là, je ne peux pas faire de pronostic, parce que d'un côté, il y aura 40 voix qui seront retirées à l'un, il y en aura 100 qui seront retirées à l'autre, et donc il est hors d'état à l'heure actuelle de savoir qui va gagner, et on le saura qu'à l'issue de tous ces recomptages. Merci, Monsieur Gélard, d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. On va essayer de comprendre avec vous ce qui s'est noué dans cette journée qui sera peut-être celle qui augure une sortie de crise. Est-ce qu'il y a, de fait, depuis ce matin, un axe François Fillon-Alain Juppé? Écoutez David, pas exactement un axe, mais un rapprochement. Pourquoi? Premièrement, parce que la droitisation de l'UMP, voulue par Jean-François Copé, eh bien cela, Alain Juppé ne l'a jamais digéré, tout comme François Fillon. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'UMP, qui fête brillamment ces jours-ci son 10e anniversaire, eh bien c'est le bébé d'Alain Juppé. Et c'est pour lui accablant d'assister à sa décomposition. Et hier, François Fillon, en acceptant de renoncer à la présidence de l'UMP, lui a lancé un appel qu'il a entendu. C'est ce qui les rapproche ce soir. Et un proche d'Alain Juppé dit, ce soir, le cessez-le-feu peut commencer. Justement, Nathalie, un point qui a son importance. François Fillon déclare hier « Je renonce à la présidence ». Alors, s'il est désigné vainqueur par Alain Juppé, que va-t-il se passer? Alors, franchement, David, c'est un piège, c'est la grande inconnue. Franchement, je ne peux pas vous répondre, mais vous savez, dans le feuilleton, en fonction des heures, on a l'impression que tout peut basculer. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que si ce soir, sur le papier, Jean-François Copé est, lui, président de l'UMP, il n'est en fait pas vraiment président. Quant à l'UMP, on ne voit plus très bien ce qu'il en reste. Merci Nathalie. Dernier point sur ce sujet, ce soir, le désarroi, voire la colère des militants de l'UMP. Ils votaient pour la première fois pour élire leur président. L'opération a donc tourné au fiasco. Loubna Anaki avec notre bureau à Rennes. Une carte en morceaux. Voici tout ce qui reste de ces 4 années d'appartenance à l'UMP. Ce militant ne supporte plus la guerre qui oppose les leaders de son parti depuis 4 jours. Les réactions des leaders sont importantes pour moi et c'est ça qui fait une cassure aujourd'hui. C'est pas l'organisation des élections en elle-même, c'est pas grave ça.
Quitter l'UMP, il n'est pas le seul à y penser. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, plusieurs adhérents annoncent leur départ et n'hésitent pas à poster des photos de leurs cartes découpées. Dans cette permanence Procopé en région parisienne, le téléphone n'arrête pas de sonner. Permanence UMP, bonjour. À l'autre bout du fil, souvent, des adhérents amers et en colère. Ils m'appellent pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pas bientôt en finir avec cette situation? C'est grotesque. Pour ces militants, les jours a terni durablement l'image du parti. Ça amuse tout le monde. C'est invraisemblable qu'on en arrive dans une situation pareille. Je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre, leur faire voir à la gauche qu'on est plus intelligent qu'eux. Ça m'ennuie. Ce soir, plusieurs dizaines de militants UMP se sont rassemblés devant le siège du parti à Paris pour appeler au rassemblement et à l'apaisement.